Eh bien, un auteur disait, voilà, l'amour pour toutes les créatures vivantes est le plus noble attribut de l'homme. Un autre affirmait ceci, c'est parce que l'homme ne sait pas créer, voilà, de biodiversité qu'il faut la préserver. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que je vous dis bonsoir et vous souhaite la bienvenue dans ce numéro de votre émission Terre Actu. Vous l'avez sans doute compris. Aujourd'hui, nous parlerons de biodiversité et plus précisément de la biodiversité informatique. Et nous avons quand même un invité quand même averti en la matière. On se retrouve tout de suite. Biodiversité informatique et conservation de la biodiversité, mesdames et messieurs, voici un peu le thème de notre émission Terre Actu de ce jour. Et pour l'émission, nous recevons sur ce plateau le professeur Jean-Kossi Ganglo, il est spécialiste de la biodiversité informatique. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation surtout. Je vous en prie. Alors, puisqu'on parle de biodiversité informatique, à quoi nous renvoie cette expression ? Merci. Vous savez, dans la dénomination biodiversité informatique, il y a deux termes, la biodiversité et l'informatique. L'informatique, c'est bien la science de l'information, c'est la science de l'ordinateur. La biodiversité se mesure traditionnellement à trois niveaux, le niveau des gènes au sein des espèces, le niveau des espèces au sein des écosystèmes, le niveau des écosystèmes, donc trois niveaux, en plus des interactions au sein de ces niveaux et entre ces niveaux, ce qui fait de la biodiversité une réalité complexe et dynamique. Plus proche de nous, en fait, c'est tout ce que l'homme mange procède de la biodiversité. Par exemple, le pain, sous ses diverses formes, c'est des produits de la biodiversité. Le café que nous prenons, c'est un produit de la biodiversité, le thé, etc. La viande, les poissons, etc., c'est bien des produits de la biodiversité, ce qui justifie que il est important de prendre des mesures de conservation, sinon c'est l'homme qui va en souffrir réellement. Alors, la biodiversité informatique, en quoi c'est utile, en fait, pour la conservation de la biodiversité? Parlons-en. La biodiversité informatique est ce nouveau champ d'investigation, qui a vu le jour il y a moins de 30 ans de cela, et qui, en fait, utilise les techniques les techniques de l'informatique, donc les techniques informatiques, en fait, pour, en fait, je dirais, améliorer la saisie et la collecte des données de la biodiversité, améliorer leur traitement, leur analyse, mais aussi leur formatage et aussi leur nettoyage, puisque les données qu'on reçoit, des données de la biodiversité, en fait, il y a des erreurs qui s'y trouvent. Les erreurs d'ordre taxonomique, donc les noms des espèces qui sont faussés et qu'il faut corriger. Il y a aussi des erreurs d'ordre spatial, les coordonnées géographiques qui sont également donc faussées. Par exemple, des données qui sont collectées au Bénin, mais quand on les projette sur la carte du Bénin, ça se retrouve plutôt, en fait, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Togo, etc. Et il faut les nettoyer. Ça, c'est les techniques informatiques qui permettent, en fait, d'améliorer les données de la biodiversité. Et donc, d'approfondir les traitements et analyses de manière à dégager des résultats de recherche qui, en fait, sont fiables pour guider les prises de décision. Et je vais préciser que c'est la biodiversité informatique qui a cette habileté d'intégrer les menaces de la biodiversité, y compris le changement climatique, en fait, donc à la problématique de recherche, pour sortir des résultats censés guider les prises de décision dans ce contexte donc, de changement climatique pour conserver la biodiversité. D'accord. Professeur, on sait généralement, vous l'avez dit, hein, c'est un champ d'investigation relativement nouveau en sciences. Alors, vous parliez à l'instant de 30 ans. Oui. J'aimerais bien que nous puissions quand même dire à nos téléspectateurs comment est-ce que la biodiversité informatique s'est révélée. En effet, c'est en 1998 que le terme biodiversité informatique a été utilisé pour la première fois en sciences par, disons, un certain Peter Schalk, en fait, des Pays-Bas. Et déjà à cette époque, on utilisait en fait donc les techniques informatiques pour en fait traiter les données de la biodiversité. Et ça s'imposait progressivement. Et alors donc d'où on a en fait, je dirais, mis tout ça ensemble pour former le nouveau champ d'investigation qui a pris un essor depuis là et puis beaucoup donc s'y intéressent. Davantage ça a connu des sorts ou ça connaît des sorts donc aux États-Unis et aussi en Europe.
Et progressivement, en fait, ça a été en fait importé en Afrique et au Bénin, plus précisément au niveau de la faculté des sciences agronomiques. Avec l'aide des partenaires, nous avons pu mettre en place une formation académique en biodiversité informatique où nous formons donc les étudiants. C'est la toute première, non seulement au Bénin, mais en Afrique. Wow. Voilà. D'accord. Vous parliez un peu de ce que la biodiversité informatique apporte dans une dynamique, dans un contexte actuel des changements climatiques. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Et aujourd'hui, il y a une dynamique qui est quand même mise en marche. Qu'est-ce que véritablement la biodiversité informatique, quel est le plus là que la biodiversité informatique apporte à cette dynamique-là? Voilà. En termes de conservation, bien entendu, de la biodiversité. En termes de conservation, vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire comme par le passé, parce que le changement climatique s'est imposé à nous. Le changement climatique se définit comme étant en fait une variation en fait des conditions climatiques sur le long terme, par exemple au moins 10 ans. Et c'est clair que depuis un certain temps, et tous les modèles climatiques sont unanimes dessus, que la température augmente et donc vers la fin du siècle, à plus de 2 degrés, en fait, à plus de 2, on connaîtra une augmentation de température de plus de 2 degrés. Ça impacte en fait le régime des pluies. Vous avez vu, les pluies sont devenues en fait sporadiques, sont devenues en fait diluviennes, ce qui crée aussi des inondations donc un peu partout. Donc il y a une perturbation en vérité. La biodiversité informatique est ce champ d'investigation en fait qui intègre ces menaces-là dans la problématique de recherche. Je vais être beaucoup plus concret. En fait, les données de la biodiversité qu'on utilise, c'est les données d'occurrence, c'est-à-dire les lieux, les endroits où on trouve les différentes espèces. Quand on prend n'importe quelle espèce, c'est les différents endroits où on trouve ces espèces-là, en fait, qui sont prises en compte par rapport à leurs coordonnées. Or, à chacun de ces endroits, les facteurs du milieu, la température a une valeur, le sol aussi a une valeur, l'humidité a une valeur, la pluviométrie a une valeur. Et c'est tout ça qui est pris en compte en fait donc, pour faire un modèle de prédiction en fait de la présence de l'espèce, qui a une probabilité de présence des espèces par rapport en fait à ces facteurs du milieu qui définissent en fait son habitat, c'est-à-dire son milieu en fait de vie. Alors, la biodiversité informatique ajoute un plus parce que le climat évolue. Et donc, la biodiversité informatique est capable d'intégrer les données de présence d'aujourd'hui, en fait, dans les modèles climatiques du futur. Pour voir à l'horizon, par exemple, 2050, à l'horizon 2080, ces habitats qui sont aujourd'hui favorables pour l'espèce, en fait, comment est-ce que ces habitats vont encore répondre, en fait, à l'optimum écologique de ces espèces-là. C'est ainsi qu'on trouve que là où les espèces, en fait, sont aujourd'hui, en fait, présentes et de façon, en fait, donc favorable, sont en équilibre avec le milieu, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, ces espèces-là ne seront plus justement donc dans leur optimum écologique parce que le milieu aura changé. La température aura augmenté, le régime pluviométrique aura été perturbé, etc. Donc ces espèces, en fait, il vaut mieux les déplacer, les introduire ailleurs que, en fait, là où elles se trouvent maintenant. D'accord. C'est ça. Donc ça, en fait, ça fait partie de l'apanage, en fait, de la biodiversité informatique. D'accord. Professeur, en marge de cela, j'aimerais bien que vous nous disiez un peu, aujourd'hui, à l'heure actuelle, comment se porte la biodiversité au Bénin? Oui, la biodiversité au Bénin, j'avoue que la biodiversité est quand même sous menace. Et globalement, pourquoi? Vous voyez, malgré tout ce que vous entreprenez. Oui, mais les menaces sont là. Maintenant, on est, par rapport aux résultats, on est en train d'accompagner les prises de décision pour montrer que, par rapport donc, aux menaces qui existent, voilà donc les zones qui sont favorables où il faut cultiver telle espèce ou telle autre, il faut plutôt l'introduire ailleurs dans telle ou telle zone. Donc, c'est ce que nous faisons. Parce que nous, on ne va pas enrayer les menaces sur la biodiversité, mais justement, donc, nos résultats vont accompagner les prises de décision pour tenir compte, évidemment, des menaces qui existent pour mieux orienter les décisions de gestion et de conservation. Donc, c'est ça. Comment la biodiversité se porte aujourd'hui au Bénin? Je dis qu'il y a des menaces qui pèsent sur la biodiversité. Vous voyez, par rapport au rapport de la FAO de 2020, c'est la FAO, donc l'organisation en fait donc des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et cette organisation qui produit des statistiques en fait donc je dirais globales sur les forêts par exemple du monde. Et en 2020 il y a eu un rapport, c'est tous les 10 ans que les rapports en fait approfondis sont produits, et puis il y a des rapports intermédiaires tous les 5 ans. Donc en 2020 il y a un rapport donc global, c'est à ça que je vais me référer. Et puis donc dans un an, en 2025, on aura un rapport intermédiaire avant le rapport global donc de 2030. Par rapport à ce rapport, entre 2010 et 2020, le Bénin a perdu annuellement 50 000 hectares de forêt. Voilà. Cette perte de forêt
et une perte donc d'habitat des espèces végétales et animales. Ouais. Donc, l'habitat, c'est le milieu de vie des espèces. Et une fois que ces habitats sont perdus, les espèces, en fait, sont évidemment donc menacées, sont en souffrance et certaines même peuvent disparaître. Voilà pourquoi. Alors, quand je me réfère un peu, en fait, aux données, je dirais, sur la flore du Bénin, la flore d'un pays, c'est l'ensemble, en fait, des espèces végétales du pays. Mais il y a aussi la flore qui représente le document, en fait, où on a repris la liste de ces espèces et on les a, en fait, décrites. Quand je prends la flore du Bénin de 2006, élaborée par le professeur Akouenou et ses collaborateurs, on a trouvé au total au Bénin qu'il y a 2807 espèces. Wow. Donc végétales au Bénin, de plantes au Bénin. Mais évidemment, il y a des données, par exemple sur le système mondial d'information sur la biodiversité, on aura le temps d'y revenir. Nous avons suffisamment publié de données qui montrent que le Bénin est beaucoup plus riche que ça. Le Bénin a au moins 4000 espèces de plantes, donc ce qui appelle à une révision de la flore du Bénin. Donc, je vais d'abord m'en arrêter là, mais par rapport à ça, donc il y a des espèces évidemment donc qui sont menacées. Aujourd'hui, quand je vais sur le site du GBIF, je trouve que il y a par exemple 40 espèces donc végétales qui sont menacées par exemple au Bénin. Donc il y a ça. De l'autre côté, quand je prends en fait les espèces animales, il y a en fait disons cette organisation qu'on appelle AZ Animals qui s'intéresse donc aux animaux en fait de par le monde, mais qui s'est penché en fait sur le cas du Bénin, a dénombré quelques 788 espèces animales en plus de presque 600 espèces d'oiseaux et qui trouve qu'il y a une bonne dizaine en fait d'espèces animales menacées, dont par exemple le lion, donc il y a aussi le lamentin, et il y a également par exemple le singe à ventre rouge, etc. Donc ces animaux en fait sont menacés. Donc la biodiversité est quand même menacée et ça appelle notre attention, l'attention donc des gestionnaires des écosystèmes évidemment pour tenir compte de quoi? Pour tenir compte évidemment donc des résultats de recherche qui doivent accompagner, en fait, je dirais, les prises de décision en matière de conservation de la biodiversité. Pour être beaucoup plus concret. Oui, très rapidement. Voilà, donc pour être beaucoup plus concret, si par exemple on prend une espèce donnée, je prends le cas par exemple de l'iroko, vous savez, qui est aussi qui est une espèce qui est soumise à des pressions en fait d'ordre social. Mais si aujourd'hui on ne peut plus en fait gérer cette espèce comme par le passé, il y a des travaux de recherche d'ailleurs que nous avons menés au niveau donc du programme disons de master en biodiversité informatique pour faire en fait la répartition, la carte de répartition spatiale de l'espèce. Nous avons aussi modélisé sa niche et il y a des zones qui sont favorables donc à l'introduction de l'espèce. Il y a d'autres zones qui ne le sont plus. Si on peut tenir compte déjà de ces résultats, et ces résultats, en fait, c'est un parmi tant d'autres en passant, parce que nous sommes intéressés à beaucoup d'espèces végétales. La biodiversité informatique est un champ transversal. Moi, s'intéresser aux cultures agricoles, aux espèces forestières, aux plantes médicinales, aux plantes alimentaires, etc. Donc, ces travaux peuvent être réalisés au niveau de notre programme par vous faites des étudiants qui finissent leur formation et donc orientent leur recherche vers donc, des espèces données, pour fournir des résultats de recherche pour éclairer les prises de décision. Voilà, donc telle espèce est aujourd'hui, par exemple, présente au sud du Bénin. Alors, dans 50 ans, le sud du Bénin ne sera plus favorable. C'est peut-être l'air favorable s'est déplacé vers le centre, etc. Donc, c'est cette décision dont il faut tenir compte pour la gestion aujourd'hui de nos écosystèmes. Voilà. D'accord. On va, mesdames et messieurs, partir pour l'immersion et puis on se retrouve juste après pour continuer les échanges par ici avec le professeur Jean Kossi Ganglo. À tout de suite. Eh bien, nous y sommes, mesdames et messieurs. Voilà, le professeur Jean Kossi Ganglo à ma droite, qui a mobilisé quand même toute son équipe, sinon une partie de son équipe. À ma gauche, le doctorant Gorgias, si je m'en abuse. Et au fond, docteur Koura, que vous connaissez certainement bien parce qu'on l'a reçu sur le plateau entre-temps.
professeur Jean-Kossi Gonglo, à nouveau bonjour. Et aujourd'hui, nous nous apprêtons à découvrir un peu de façon pratique, voilà, la biodiversité informatique avec quelques outils. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tout à fait. Je vais quand même commencer par dire que la formation que nous avons en fait organisée ici à la Faculté des sciences agronomiques dans le programme Master en biodiversité informatique est structurée en unités d'enseignement. Et ces unités d'enseignement sont en fait données par des enseignants qui sont experts du domaine, tant au plan national qu'au plan international. L'objectif étant de donner aux apprenants les compétences scientifiques et professionnelles nécessaires pour affronter les défis de l'emploi. Et là, justement, donc, nous leur enseignons les bases de données, dont, par exemple, la plus gigantesque base de données du système mondial d'information sur la biodiversité, encore appelé Global Biodiversity Information Facility, qui aujourd'hui, en fait, compte près de 3 milliards de données d'occurrence sur la biodiversité. C'est la plus gigantesque base de données. Mais en dehors de ça, nous avons aussi d'autres bases de données. En fait, la base de données qu'on appelle Encyclopedia of Life, c'est l'encyclopédie des espèces, disons, vivantes, donc de tout règne confondu. Et là aussi, il y a des données qu'on va collecter si on n'a pas suffisamment de données, par exemple sur le site du GBIF. Et il y a aussi, en fait, le Catalogue of Life, c'est-à-dire c'est en fait comme un catalogue en fait de tout ce qui est vivant, qui compte jusqu'à 2000 espèces, mais ici il n'y a pas de données d'occurrence, mais c'est plutôt en fait les espèces qui sont là, et on vérifie dans les travaux en fait donc de nettoyage des données, on va vérifier en fait les noms scientifiques, si les noms scientifiques sont toujours donc valables ou non, et on va visiter ces sites-là pour intégrer par exemple les noms scientifiques que nous avons à partir, disons, des documents que nous avons pour voir si ces noms sont toujours d'actualité ou non. Il y a aussi une base de données, Atlas of Living, c'est en fait une base de données spécifique à l'Australie et qui en fait donc contient les espèces, disons toutes les espèces du vivant, tout règne confondu de l'Australie. Alors, en dehors de ces unités, disons, d'enseignement, disons ça va apparaître, c'est la connexion, hein, donc ok, donc c'est déjà là. En dehors de l'unité d'enseignement, en fait, sur les bases de données, il y a aussi une unité d'enseignement sur la capture et l'enrichissement des données. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas aux apprenants de prendre les données en fait sur les bases de données existantes, mais alors de collecter de nouvelles données parce que les données qu'on a collectées qu'on est allé télécharger sur les bases de données ne couvrent pas en fait suffisamment, de façon représentative, les zones en fait d'études. Donc ces étudiants vont donc collecter, après avoir projeté les données collectées sur la carte du Bénin, donc ils identifient les zones donc où il y a des gaps et ils vont collecter les données à l'intérieur. Il y a l'unité d'enseignement sur la modélisation de niches écologiques et là évidemment il y a un certain nombre d'étapes que nous réalisons. Et nous utilisons des logiciels, hein. Donc c'est surtout maintenant le logiciel R que nous utilisons, qui est un géant logiciel, en fait, qui contient donc plusieurs algorithmes. Les algorithmes, en fait, sont comme un peu des modules, disons, informatiques pour exécuter des tâches spécifiques que nous utilisons, en fait, au niveau du logiciel R, qui est un langage de programmation, un grand logiciel en vérité, donc sur lequel on greffe, en fait, un certain nombre de ces algorithmes dans Macinte, donc qui est très utilisé, donc qui est même le logiciel le plus performant, hein, donc à l'échelle internationale que nous enseignons aux apprenants. Il y a aussi des algorithmes tels que le Random Forest. Il y a aussi le Boosted Forest Regression. Il y a également, disons, voilà, le General Linear Model, donc le modèle donc général linéaire, etc. Un certain nombre, donc beaucoup en fait d'algorithmes que nous utilisons pour voir en fait les comparer, parce que pour pouvoir les comparer, pour voir qu'est-ce qui est performant par rapport à telle espèce, parce que suivant l'écologie des espèces, en fait, il y a des algorithmes qui sont appropriés pour sortir en fait les niches écologiques. Il y a des logiciels qui sont en fait moins appropriés. Donc en les comparant, on sélectionne en fait donc les modèles les plus appropriés. Alors nous voilà à présent en compagnie du docteur Koura Kourouma qui va nous apprendre, n'est-ce pas, sinon nous fait apprécier de façon pratique, voilà comment se fait le nettoyage des données, n'est-ce pas? Ok, merci beaucoup. Et le nettoyage des données, c'est vraiment une étape très très importante. Et pour pouvoir le faire, dès que vous ramenez les données du terrain,
il faut les traiter avant de pouvoir utiliser ça au niveau des algorithmes. Il faut vérifier si ce sont des données de bonne qualité. Et de plus aussi, quand on va sur le site du GBIF pour télécharger les données, il faut également s'assurer que les données que l'on veut, qui seront utilisées seront de très bonne qualité aussi. Et il y a pour faire le nettoyage, il y a plusieurs outils. Il y a des outils en ligne et il y a aussi des logiciels. Et l'un de ces logiciels, c'est OpenRefine, qui est un outil très très important utilisé dans le nettoyage des données. Et au niveau de OpenRefine, il y a plusieurs également menus qu'on peut utiliser. Donc, on peut corriger les fautes, on peut supprimer les doublons, oui, on peut supprimer les espaces blancs, on peut faire des filtres, on peut regrouper les données pour les corriger, comme aussi on peut générer la taxonomie. Par exemple, vous voyez ici, à partir du genre, je peux générer, je vais sur le site du GBIF, dans l'interface de programmation du GBIF, et je vais générer l'embranchement, la classe, l'ordre et la famille qui sera mis dans la base de données. Et à la fin, je vais exporter dans Excel tout ce que j'ai eu à faire pour pouvoir utiliser ça. Quand je prends par exemple OpenRefine, c'est très utilisé sur les données taxonomiques. Vous voyez. Or, il y a des nettoyages des outils qu'on fait sur les données temporelles liées au temps. Il y a d'autres nettoyages qu'on fait sur les données des coordonnées géographiques, sur les latitudes, longitudes et autres. Tout ça aussi, c'est plusieurs outils. Par exemple, si je fais encore, à chaque fois quand je suis au niveau d'une colonne, je fais test facette. Vous voyez par exemple au niveau de ici, quand je prends la colonne scientifique NIM liée au nom scientifique, vous voyez, ça a résumé tout ce qu'il y a comme nom scientifique au niveau de la base. Et ici, ça a classé par ordre alphabétique. Mais avant ça, vous voyez, j'ai Adenia lobata par exemple, mais avant ça, il y a Chrombiotum. Ce qui veut dire qu'il y a un espace qui est de trop ici. Et quand je vais aussi, parfois, je vois certains noms. C'est écrit en double au niveau de la base. Par exemple, vous voyez Éléis Guinéensis, je vois. Et ça me donne en même temps le nombre de colonnes. Et à chaque fois, vous voyez, quand je vois Éléis Guinéensis, ça veut dire qu'il y a une ligne, le nombre de lignes où ça a été écrit. Et là, ça veut dire qu'il y a un problème d'espace blanc qui se pose. Pour pouvoir supprimer rapidement, qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau de scientifique NIM là, et je fais Edit Cell. Edit Cell, je fais Command Transform, et je fais Trim Leading and Trailing White Space. Et rapidement, ça va. Vous allez voir quand je vais repartir dessus, je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça a donné. Vous voyez, je n'ai plus les autres espèces. Éléis guinéensis que j'avais en double, ça m'a regroupé le tout ensemble et ça a mis, je n'ai plus qu'une seule manière d'écrire. Donc rapidement, en quelques clics, j'ai corrigé les noms scientifiques qui se retrouvent là. Alors nous sommes cette fois-ci avec Gorgias. Il va nous faire découvrir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Absolument. Merci beaucoup. Alors nous allons voir très rapidement quelques résultats pertinents d'un de nos travaux de recherche que nous avons eu à conduire, qui porte donc sur la distribution spatiale, la niche écologique de Mesosphaerum chuaviolense, qui est une espèce envahissante majeure au Bénin, voilà, dans le contexte donc des changements climatiques et globaux. Alors, sans plus tarder, nous allons voir rapidement quelques éléments de résultats que nous avons eus. Eh bien, l'un des objectifs était de faire, par exemple, le point sur les données d'occurrence de cette espèce-là, Mesosphaerum chuaviolense, qui, le rappelons, est une espèce envahissante majeure en Afrique de l'Ouest et au Bénin en particulier. Alors, pour atteindre rapidement cet objectif, eh bien, les données d'occurrence ont été tout simplement téléchargées, voilà, à partir de la base de données du Système mondial d'information sur la biodiversité, en abrégé GBIF. Nous avons ensuite fait une recherche dans la littérature pour essayer de collecter d'autres données. Eh bien, l'ensemble de ces données-là, nous avons complété nos données que nous avons collectées nous-mêmes sur le terrain.
Nous avons travaillé pour décrire donc les impacts de cette espèce-là sur la biodiversité au Bénin et ensuite documenter les connaissances paysannes sur le sujet. Alors, il revient donc que l'espèce-là est à l'origine de plusieurs dégâts, notamment au niveau des producteurs, des agriculteurs, des éleveurs, en ce sens que cette espèce-là, en envahissant les jachères et les champs, augmente le coût de production. Concernant l'élevage, eh bien, les enquêtés ont reconnu que l'espèce-là n'est pas appétée par les ruminants et sa forte présence ainsi que son expansion réduit les ressources fourragères, ce qui amène à un problème aujourd'hui d'envergure nationale, le conflit entre éleveurs et les agriculteurs. Alors, un autre objectif est de parvenir à la modélisation de la niche écologique de cette espèce, donc dans le contexte des changements climatiques et globaux. Et pour l'atteinte de cet objectif, la modélisation a été faite dans le logiciel MASINT. Et pour ce faire, les données d'occurrence collectées ont été soigneusement nettoyées et converties au format compatible avec l'algorithme. Les variables climatiques, notamment sur AfriClim, ont été téléchargées et nettoyées. Il faut rappeler qu'un master a été créé donc pour couvrir les points d'occurrence. Et il s'agit en fait là de la zone d'accessibilité ou de présence de l'espèce au sens donc de Soberon et Peterson. Donc les différentes variables environnementales ont été soigneusement découpées et converties au format approprié, qui est le format ASCII. Une partie des données d'occurrence, il faut le souligner, à hauteur de 75%, a été utilisée pour calibrer le modèle et la seconde partie pour tester donc le modèle. Une sélection des variables environnementales appropriées a ensuite été effectuée pour pouvoir donc déterminer les variables environnementales qui gouvernent le plus la répartition de cette espèce-là. Alors, qu'est-ce que nous avons obtenu comme résultat? Eh bien, les différentes modélisations réalisées nous ont permis de mettre en évidence les habitats potentiels et futurs. Et il faut noter que 4 zones de distribution ont été mises en exergue. Il s'agit des zones à risque limité, des zones à grand risque et les zones à très grand risque. Alors, cette espèce-là, nous voyons donc sur les cartes les résultats de la modélisation dans le présent, voilà. Eh bien, cette distribution nous montre que l'Afrique au sud du Sahara, donc, est globalement menacée, à l'exception d'une partie de l'Afrique australe. Eh bien, le Bénin, dans son entièreté, est sous grande menace donc, de cette espèce exotique-là. Il faut le dire que cette espèce est désormais retrouvée un peu partout au Bénin, que ce soit au sud, au centre ou au nord. Alors, que disent les projections dans le futur? Eh bien, le scénario 4.5, qui est l'un des scénarios donc, du futur, présente, voilà, ici sur la carte, comme vous le voyez là, nous présente que l'Afrique, donc au sud du Sahara, connaîtra une expansion. Voilà, l'aire de répartition de cette espèce-là connaîtra une expansion majeure donc au sud du Sahara. Une légère diminution des précipitations du trimestre le plus sec prédit à l'horizon 2055, voilà, présente le sud du pays, notre Bénin là, fortement favorable à cette espèce-là. Qu'est-ce que le scénario RCP 8.5, quant à lui, nous propose? Eh bien, dans la même dynamique que le scénario 4.5, ce scénario-là nous montre que l'espèce connaîtra, comme c'est le cas sur les cartes ici, que l'espèce connaîtra une expansion majeure et s'étendra même vers l'Afrique australe. Le Bénin matérialisé ici, notre pays, voilà. Quel que soit le scénario considéré donc, reste sous forte menace par cette espèce-là. Alors, il convient donc de noter que l'invasion de Mesosphaerium cerviolens est une menace très sérieuse pour les activités agricoles, pastorales et pour la biodiversité indigène. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez quand même appris beaucoup de choses aujourd'hui avec le professeur Ganglo, avec le docteur Kouroumra et également avec le doctorant Gorgias qui a pu nous montrer voilà, les résultats de ces recherches. Alors, nous, on pourra tout simplement vous dire merci. Merci de nous avoir permis cette immersion. Le professeur Ganglo est là, vous ne le voyez peut-être pas, mais je m'adresse également à lui. Merci beaucoup pour tout. Et on va se retrouver sur le plateau parce que nous, on continue avec l'émission. Allez, à tout de suite.
Merci, merci. On espère que voilà, vous avez pris du plaisir à suivre cette immersion. On vous a quand même emmené dans cet univers-là de la biodiversité informatique. Professeur Jean-Kossi Ganglo, quels sont les acquis de la biodiversité informatique aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, ça existe. Merci beaucoup. Et évidemment, cette formation a commencé en 2017-2018. Oui. OK. Et puis, nous avons déjà, en fait, eu 5 promotions qui ont soutenu. Okay. En moyenne, sur chaque promotion, nous avons 11 diplômés. Donc, nous avons aujourd'hui 56. Plus précisément, nous avons 56 diplômés sur le terrain qui sont utilisés donc à différents postes de responsabilité et qui, évidemment, sont soit des directeurs, et je dirais, de projets ou alors des chefs de service, etc. Donc, voilà. Donc, il y a, en fait, je dirais, par rapport à ces acquis, c'est ce que nous avons concrètement. Nous avons donc chaque étudiant qui sort, c'est avec un thème de recherche. Si bien que, donc ça fait donc au moins 56 espèces végétales et animales tout confondues sur lesquelles nous avons fait des prédictions sur la répartition spatiale et les niches écologiques et qui sont là comme des résultats pour guider les prises de décision. D'accord. Voilà. Alors, 30 ans après, quelles sont les ambitions de la biodiversité informatique pour peut-être les 30 prochaines années? Oui, en fait, concrètement, donc 30 ans, c'est pour la biodiversité globalement. Hein, donc au Bénin, c'est intégré. Oui. Il y a maintenant donc pratiquement 7 ans que nous avons commencé en fait la biodiversité informatique. Pour ce qui concerne l'avenir, en fait, nous voulons bien sûr un programme beaucoup plus grandiose avec des fréquentations donc suffisamment élevées pour couvrir en fait l'ensemble de l'Afrique parce que jusque là nous couvrons 6 nationalités. Nous voulons donc aller de l'avant et puis mettre en place des, au fait, je dirais un peu des foyers donc de biodiversité informatique, la formation académique un peu partout, donc dans des universités africaines pour que ça prenne. Parce que ce qui manque le plus en Afrique, c'est le manque de cadres. Donc de haut niveau, formés en biodiversité informatique, c'est ce que nous faisons au Bénin et nous faisons ça déjà pour les étudiants d'autres pays qui viennent. Donc, mais nous voulons installer concrètement cette formation dans, disons, dans ces pays aussi. Nous voulons former la relève parce que c'est un certain âge, vous le voyez. On veut former la relève. Donc, nous avons déjà des étudiants, doctorants, donc qui sont là. Donc, l'année prochaine, les premiers docteurs vont sortir et vont prendre la relève et donc je vais en former davantage et donc ouvrir encore cette formation dans nos universités du Bénin, vous voyez. Pour que, évidemment, donc, c'est ça l'avenir. Donc, la biodiversité, l'homme en dépend. Et encore gérer la biodiversité dans le contexte des changements climatiques globaux, c'est encore mieux. Mais alors, il faut des acteurs qui sont bien formés pour ça. Donc ça, nous voulons vraiment donc asseoir une formation de qualité pour couvrir les besoins du pays en matière donc de, disons, de ces gens qui sont avertis et qui peuvent accompagner les mouvements en fait donc de conservation de la biodiversité un peu partout dans les compartiments et dans les différentes institutions du pays. C'est dire qu'avec voilà cette formation, il y a de grandes chances que voilà la biodiversité sera vraiment gérée de façon efficiente. Tout à fait. Et aussi, c'est que il ne suffit pas de produire les résultats de recherche, il faut les passer aux gestionnaires. On parle bien par exemple des ateliers, ce que nous avons déjà initié avec la direction des eaux et forêts. Il y a aussi le Sénagref, donc le Centre national de gestion des réserves de faune du Bénin. Nous passons ces résultats à ces décideurs pour que en fait donc ils prennent ces résultats en compte dans leur gestion au quotidien, dans leur décision de gestion donc, au quotidien. Telle espèce végétale, telle espèce forestière, c'est mieux de mettre ça en place, d'introduire ça dans tel espace du Bénin, etc., etc. Il y a des résultats pour ça. Et là, il faut aussi, disons, aller vers ces décideurs. Il faudrait aussi qu'ils prennent l'habitude d'écouter et d'utiliser les résultats de recherche. C'est aussi ça. Donc, on va aussi donc y veiller et les accompagner progressivement afin que, en fait, ils aient en conscience que à chaque décision, ils peuvent recourir en fait aux résultats de recherche. C'est ce qui avance les pays anglo-saxons, en vérité, où c'est la recherche en fait qui est le moteur du développement réellement dans ces pays. Donc, je serais heureux que ça soit aussi pareil dans notre pays, ok, pour au moins donc initier, je dirais donc un développement durable dans le domaine de la biodiversité. Merci professeur Jean-Kossi Ganglo, merci quand même d'avoir partagé toute cette expertise là avec nous sur le plateau de Terre Actu à la Télé Bénin. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi, monsieur le journaliste. Merci. Mesdames et messieurs, vous l'avez sans doute compris, nous sommes bien entendu à la fin de cette émission. Biodiversité, informatique et conservation de la biodiversité. Voilà le thème de notre émission de ce jour. Nous vous remercions de nous avoir suivis. On va se retrouver le vendredi prochain et vous le savez, ça sera toujours avec la même humeur. Allez, à bientôt.